Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous cet après-midi. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons et que nous retrouvons M. Zilberberg pour une nouvelle conférence. Quelques mots de présentation pour nos nouveaux adhérents. Votre parcours tant professionnel que personnel est marqué par votre engagement national et international pour le dialogue social au service du dialogue social. Aujourd'hui, votre conférence porte sur quel changement après les élections européennes de juin 2024 et nous vous retrouverons à l'ITL le jeudi 3 avril prochain sur le thème « Quelles orientations avec quelles réformes de l'UE pour la nouvelle mandature ». Alors, dans un de vos blogs, vous aviez cité la Bruyère. C'est une grande misère de ne pas avoir assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Bien, j'espère avoir assez de jugement pour me taire et vous céder la parole. Bonjour. Merci à Martine de cette présentation. Je vais essayer de vous résumer tout ce qui s'est passé depuis les élections européennes de juin 2024. Et puis nous verrons le 3 avril quelles sont les perspectives de réforme, puisqu'on va le voir, l'Europe ne peut pas rester dans l'état où elle se trouve aujourd'hui pour des tas de raisons dont j'évoquerai certaines. Mais je voudrais commencer par une petite révision. Vous êtes, je suppose, un certain nombre à avoir déjà vu cette magnifique diapo qui représente pas la totalité, mais la quasi-totalité des organisations européennes. Donc, quand on parle de l'Europe, il faut savoir d'abord que dans un grand ensemble figure la totalité des pays européens, sauf la Russie qui a été exclue du Conseil de l'Europe suite à son agression militaire en Ukraine, et puis le Kosovo, parce que le Kosovo, qui est un appendice en quelque sorte de la Serbie, n'est pas reconnu pour le moment par la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale. Mais on verra que si le Kosovo ne peut pas rentrer par la grande porte du Conseil de l'Europe, il peut entrer par une autre petite porte. Alors l'intérêt de cette représentation géométrique d'ensemble, qui se recoupe éventuellement, donc ça permet de voir que à l'intérieur du Conseil de l'Europe, il y a l'Union européenne, avec un cercle bleu renforcé. Donc à l'intérieur, vous avez les 27 États membres de l'Union européenne. À l'intérieur de l'Union européenne, vous avez la zone euro. Aujourd'hui, il y a 20 États qui appartiennent à la zone euro. Et puis, vous avez un autre ensemble qui s'appelle l'espace Schengen, ça doit vous dire quelque chose, dans lequel se trouvent, histoire de compliquer les choses, 25 États de l'Union européenne, donc ne sont pas dans l'espace Schengen l'Irlande et Chypre. J'entre pas dans les détails, mais ça a une logique pour Chypre. C'est parce que Chypre est une île qui est occupée pour moitié par la Turquie, donc on peut difficilement envisager d'étendre les frontières extérieures de l'Union européenne à Chypre. Et puis l'Irlande, parce que l'Irlande appartient à la Grande-Bretagne. Les Anglais, enfin les Britanniques ont décidé de quitter l'Europe il y a maintenant 5 ans, et par conséquent, ça poserait trop de problèmes de faire en sorte que l'Irlande appartienne à la zone Schengen. Et puis il y a des États qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont dans la zone Schengen, notamment l'Islande, Liechtenstein et la Norvège, qui appartiennent par ailleurs à un autre ensemble qui s'appelle l'espace économique européen. Alors en 2 mots, l'espace économique européen, c'est l'accès au marché unique, donc pas de droit de douane, et c'est un certain nombre d'avantages qui permettent d'avoir des relations privilégiées avec ces États-là. Et puis la Suisse, qui n'appartient par ailleurs à aucune autre organisation, sauf naturellement le Conseil de l'Europe. Et par conséquent, aujourd'hui, on a dans l'ensemble de l'espace Schengen 29 États, dont 25 États membres de l'Union européenne.
Et puis, pour mémoire, il y a un autre ensemble qui s'appelle l'Union douanière, dans laquelle on trouve la Turquie, et puis 3 petits États, Andorre, Saint-Marin et Monaco. J'ai oublié de dire que le Vatican n'a pas vocation à entrer dans le Conseil de l'Europe parce que c'est pas un État au sens strict et classique du terme. Un nouvel ensemble dont je vous avais déjà parlé, donc je vous en dis quelques mots. Vous voyez que ce qu'on appelle la communauté politique européenne, qui est une création récente, 2022, sur une idée, une proposition de M. Macron. Cet ensemble, c'est pratiquement la même chose que le Conseil de l'Europe, moins les 3 petits États dont je viens de parler, et plus le Kosovo. Donc pour le Kosovo, c'est la petite porte. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette communauté politique européenne, elle a vocation à réunir au moins une fois par an l'ensemble des pays européens qui partagent notamment les valeurs démocratiques et qui donc se réunissent pour évoquer toutes les problématiques des États démocratiques dont on peut constater qu'ils sont de plus en plus isolés dans le monde actuel. Alors, l'Union européenne aujourd'hui, c'est ça. Alors, vous avez plusieurs couleurs qui correspondent à la construction européenne, à commencer par les 6 États fondateurs, et puis le dernier État qui est entré dans l'Union européenne, c'est la Croatie en 2013. Par ailleurs, vous avez ce qu'on appelle des candidats reconnus. Alors les candidats reconnus, ce sont des États qui ont vocation à adhérer à l'Union européenne et avec lesquels on a engagé des négociations. Donc vous avez la totalité des États des Balkans, sauf le Kosovo, pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais tout à l'heure, puisque pour l'instant la Serbie ne veut pas entendre parler de l'adhésion du Kosovo. Dans ces négociations, ça peut durer longtemps. Ça peut même s'interrompre. La Turquie est candidate à l'Union européenne depuis plus de 25 ans, mais les négociations sont interrompues parce que, pour le moment, la Turquie n'est plus tout à fait en ligne avec les valeurs européennes, notamment la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse, la liberté d'opinion, etc. Donc la Turquie est en stand-by. On continue à avoir des relations avec la Turquie. D'ailleurs, on n'est pas vraiment fâché avec la Turquie puisqu'on la paye pour retenir les migrants. Et puis vous avez des candidats dits potentiels. Alors là, on y trouve bien sûr l'Ukraine. Officiellement, les négociations ne sont pas engagées, mais en fait, elles se passent un peu en coulisses. Et puis, le Kosovo et la Moldavie. Et puis, pour mémoire, il y a 3 États avec lesquels des négociations avaient été engagées, mais n'ont pas abouti. L'Islande, la Norvège et la Suisse. Mais on a vu qu'on entretient des relations privilégiées avec ces 3 États. La Norvège et l'Islande parce qu'ils appartiennent à l'espace économique européen, et la Suisse parce qu'elle est dans l'espace Schengen. L'espace Schengen. Alors vous avez ici la situation la plus récente, avec notamment la frontière extérieure à l'espace Schengen, la frontière métropolitaine. Sachant que 2 États, Roumanie, Bulgarie, il y a maintenant 2 ans et demi, étaient entrés dans l'espace Schengen, mais simplement pour les déplacements aériens et maritimes. Et les déplacements terrestres sont désormais possibles depuis le 1er janvier de cette année. Alors, on a les Balkans qui se trouvent au milieu, et donc c'est, disons, une espèce d'espace provisoire en attendant
l'adhésion éventuelle des États des Balkans. Outre ces frontières extérieures, on a ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques. Les Canaries, qui se trouvent par là, les Açores et Madère, qui sont au milieu de l'Atlantique. Et ces États dits ultra-périphériques, qu'est-ce que c'est? Alors les voilà. Et il y a autre chose que les régions ultra-périphériques. Il y a aussi les pays et territoires d'outre-mer. Alors, quelle est la différence? Elle est relativement simple. Les régions ultra-périphériques appartiennent effectivement à l'Union européenne, c'est-à-dire que le droit européen s'y applique, tandis qu'il ne s'applique pas dans les pays et territoires d'outre-mer. L'ensemble des habitants de ces régions, alors vous les avez ici, hein, ce sont généralement d'anciennes colonies, ces habitants votent pour l'élection au Parlement européen, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des pays et territoires d'outre-mer. Voilà la différence. Avec par ailleurs comment dirais-je, un statut de droit européen qui est plus ou moins fluctuant en fonction d'accords locaux. Parmi ces pays et territoires d'outre-mer, il y a le Groenland. Alors le Groenland, ça me permet de faire la transition avec les États-Unis d'Amérique, qui depuis le 20 janvier ont à leur tête un président un peu particulier. Donc M. Trump, à propos du Groenland, qui avait déjà en 2019 expliqué qu'il voulait acheter le Groenland, alors on lui avait dit, ben non, il n'est pas à vendre. Donc maintenant, il a une position qui est un petit peu plus radicale et qui consiste à dire, eh ben, je vais vous annexer. Alors évidemment, ça n'a pas suscité l'enthousiasme des populations locales, enfin pas tout le monde. Je précise que le Groenland, c'est à peu près 50 000 habitants. Le Groenland appartenait au Danemark et demeure donc un territoire d'outre-mer du Danemark. La première ministre du Danemark a annoncé qu'il n'était pas question que le Groenland soit annexé et elle a évidemment demandé le secours de l'Europe. Alors étrangement, elle est allée voir M. Macron, président français, M. Scholz, encore chancelier allemand, mais elle n'est pas allée voir Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Elle n'est pas allée voir le nouveau président du Conseil européen, M. Costa, j'y reviendrai, et encore moins la haute représentante des affaires étrangères et de la politique de sécurité commune, pour faire simple, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Mme Kallas. C'est pas la chanteuse. Donc, c'est symbolique du fait que le Danemark considère qu'il est plus efficace d'aller voir les deux principaux États membres de l'Union européenne, considérant que l'efficacité politique de l'Union européenne n'est pas au rendez-vous. Et on peut effectivement y voir la trace de l'état actuel de l'Union européenne, dont on va voir que c'est une puissance économique et commerciale tout à fait importante, mais qui reste un nain politique. Alors j'en profite pour dire que M. Trump, il a aussi fait des annonces fracassantes concernant l'OTAN. Alors il nous avait expliqué dans sa mandature précédente que les États européens ne mettaient pas assez de sous dans la défense militaire et qu'il exigeait que le budget militaire des États européens soit au moins de 2% de leur budget général.
ce qui a été plus ou moins accompli entre-temps. Aujourd'hui, M. Trump nous dit « Moi, je quitte l'OTAN si les dépenses militaires de l'Europe n'atteignent pas 5% de leur budget. » Ce qui est un petit peu exagéré, bien sûr, puisque les États-Unis ont un budget qui ne dépasse pas 3,4%. Donc demander aux autres de faire 5%, c'est un peu n'importe quoi. Quant à l'Union européenne, M. Trump a dit nous sommes maltraités. Alors, comme la vision de M. Trump est une vision essentiellement commerciale et économique, il veut dire par là que la balance commerciale est en défaveur des États-Unis. Et en effet, on vend plus de choses aux Américains qu'on achète de leurs marchandises et notamment de l'armement. Donc M. Trump menace l'Union européenne de sanctions, de taxes, étant rappelé que son arme favorite, c'est la taxe. Donc, ça pose un sérieux problème en termes de relations internationales. Quelques mots sur l'Ukraine. M. Trump avait dit « je vous règle ça en 24 heures ». Une fois assis dans le siège de président du bureau ovale à Washington, ses conseillers, ses proches conseillers lui ont dit « 24 heures, c'est un peu juste, donc maintenant c'est 6 mois ». Alors qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que des contacts aient été pris avec M. Poutine, mais le gros problème de cette affaire, c'est qu'il ne semblerait pas que Trump considère que l'Union européenne est un interlocuteur valable, voire même l'Ukraine. Donc on est ici dans une situation politique particulièrement délicate, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, les combats sur le terrain ukrainien et sur la partie de la Russie, la petite partie de la Russie occupée par l'Ukraine en ce moment, les combats s'intensifient parce qu'on imagine que les négociations vont s'engager éventuellement sur le gel de la situation militaire de terrain. L'Ukraine ne voit pas ça d'un très bon œil. On lui a déjà enlevé la Crimée. Elle n'a pas tellement envie qu'on lui enlève le Donbass. Sur la Chine. Alors, les relations États-Unis-Chine n'ont pas attendu M. Trump pour être particulièrement tendues. La Chine est devenue une puissance dont on peut penser éventuellement que c'est peut-être, on va le voir, la première puissance commerciale d'ores et déjà. Et M. Trump, là aussi, envisage des taxes. Il a dit quelque chose comme c'est le mot le plus chouette du dictionnaire. Bon, on n'a pas tout à fait la même approche du dictionnaire. L'Iran. Sur l'Iran, la position de M. Trump est très simple. Il dit à l'Iran, soit vous arrêtez votre filière nucléaire vers le militaire, soit j'interviens militairement avec Israël et je vous bombarde au sens strict du terme. Alors Israël, le soutien des États-Unis à Israël est permanent, indéfectible. M. Trump souhaite le renforcer encore un peu plus. Il a levé les sanctions, par exemple, contre les colons en Cisjordanie qui avaient commis des atrocités il n'y a pas très longtemps. Panama, là aussi, c'est un peu la même démarche que le Groenland, mais en pire. Je reprends le contrôle du canal de Panama parce que la Chine, notamment, passe par là pour vendre ses produits, alors que, très officiellement, le Panama a obtenu en 1999 le contrôle total du canal de Panama. Mais M. Trump ne veut pas payer de taxes, il préfère les prélever. Le Mexique. Le Mexique, c'est le problème notoire de l'immigration que M. Trump souhaite stopper. Donc il va reprendre la construction d'un mur physique entre le Mexique et les États-Unis, dont il avait commencé à édifier sous son mandat précédent.
Et puis, il envisage de expulser purement et simplement les migrants, qualifiés d'ailleurs de criminels, qui se trouvent sur le territoire des États-Unis, sachant qu'il y a aux États-Unis, on estime qu'il y a environ 11 millions d'immigrés. Je vous rappelle que la définition de l'immigré, c'est quelqu'un qui réside sur un territoire dont il n'a pas, où il n'est pas né et dont il a éventuellement la citoyenneté. C'est ça un immigré. Alors 11 millions de personnes dont la plupart sont en situation illégale mais qui travaillent, qui payent des impôts, la réalisation paraît totalement surréaliste. Et puis enfin le Canada. Alors le Canada, c'est pas tout à fait la même approche que le Groenland, mais ça y ressemble, puisque M. Trump dit « Ah, ce serait bien que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, ça ferait un très chouette ensemble. Donc si on ne fait pas ça, je vous taxe, voire même j'exerce des pressions économiques insupportables qui vont vous pousser à faire ça. » Alors le Canada, bien évidemment, n'entend pas cela de cette oreille, ni d'ailleurs le Royaume-Uni, puisque je vous rappelle que le Canada est toujours un royaume qui a pour chef d'État Charles, je ne sais plus combien, 6, je crois, 3, ah oui, je suis un peu vite. Donc là aussi, on a une espèce de turbulence dans les relations internationales qui met la plupart des chancelleries en vraie difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on pèse dans tout ça? Vous avez ici la part du produit intérieur brut mondial de un certain nombre d'États significatifs. Alors, vous voyez que les 3 premières puissances mondiales, sur le plan économique et commercial, j'insiste, les États-Unis avec 26%, la Chine qui, comme l'Union européenne, pèse 17%, et puis il y a d'autres chiffres qui sont intéressants, c'est que vous voyez que la croissance du produit intérieur des États-Unis est à 3%, celle de la Chine dépasse 5%, tandis que l'Union européenne est à 0,5%. Donc on a déjà un indicateur de la faiblesse de l'Union européenne en termes de développement. Si on regarde maintenant ce qu'on appelle le PIB corrigé par le pouvoir d'achat, PPA, c'est parité avec le pouvoir d'achat. On s'aperçoit qu'en 2002, la Chine pesait 8,1%, l'Union européenne, qui était la première puissance commerciale, et en 2022, l'Union européenne est passée en 3e place et la Chine est devenue la 2e puissance tout de suite derrière, en dépassant les États-Unis qui ne sont plus qu'à 15,8%. On peut ainsi faire des comparaisons réelles de plusieurs pays en tenant compte de leur situation véridique sur le plan local en termes de prix et en termes de pouvoir d'achat. Donc vous avez ici l'image concrète de ce qui se passe depuis maintenant plus de 20 ans en termes d'évolution des puissances de la planète. Alors, autre rappel sur l'Union européenne elle-même. Donc vous avez ici les institutions principales. Alors, je ne vais pas tout développer, je vous rappelle simplement que ici vous avez un triangle. Alors on appelle ça le processus décisionnel ou éventuellement le triangle décisionnel. Et puis vous avez ici le Conseil européen. Alors le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne. C'est ce Conseil européen qui détermine la stratégie globale de l'Union, qui fixe les orientations, et c'est la Commission européenne qui est l'exécutif,
qui met en œuvre, qui met en application les dites orientations. La Commission européenne propose la loi européenne. Alors je dis la loi européenne, il y a les directives, les règlements, mais je n'en vais pas dans le détail. Disons la loi européenne. Laquelle loi, pour être officialisée, validée, doit être votée dans les mêmes termes par les deux instances que sont d'une part le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Alors, quand on dit Conseil de l'Union européenne, ne confondez pas avec le Conseil européen et encore moins avec le Conseil de l'Europe. Je vous ai mis entre parenthèses Conseil des ministres parce qu'en réalité, la réunion du Conseil de l'Union européenne, c'est la réunion des ministres concernés par le sujet traité. Quant au Parlement européen qui représente les citoyens, on va regarder de plus près à quoi il ressemble. Donc vous comprenez bien que ces deux instances, c'est un peu, si vous voulez, par comparaison avec l'Assemblée et le Sénat, sauf qu'il n'y a pas de prépondérance d'une instance sur l'autre et que lorsqu'il n'y a pas d'accord sur un texte dans les mêmes termes, eh bien la loi n'est pas votée. Le cas échéant, le Conseil européen peut peser sur le Conseil de l'Union européenne pour trouver un compromis aboutissant à un accord. Je précise encore en termes de jargon que quand on dit Conseil tout court, c'est pas le Conseil européen, c'est le Conseil de l'Union européenne. Voilà. Ça va? À propos du Conseil de l'Union européenne, on parle aussi de la présidence tournante, et non pas la présidence tournante de l'Union européenne, mais la présidence du Conseil de l'Union européenne qui représente les États membres. Alors cette présidence tournante, elle se traduit concrètement par une présidence pendant 6 mois d'un pays membre de l'Union. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement présider le Conseil de l'Union européenne? Ça veut dire que parmi les 10 domaines d'activité qui sont là, se réunissent les ministres concernés. Si par exemple on traite d'affaires économiques et financières, eh bien on réunit les ministres des Finances des États membres et la réunion est présidée par le pays qui tient la présidence. Ça a été le cas de la France au premier semestre, puisque c'est un semestre dont il s'agit, du 1er janvier au 30 juin 2022, et actuellement c'est la Pologne qui vient de prendre la présidence au 1er janvier 2025, et puis vous avez 2 autres États en gras, parce qu'on parle aussi de trio. On a constaté dans la pratique, depuis déjà longtemps, que 6 mois, c'est un peu court pour développer une véritable démarche concrète sur les sujets traités. Alors, on a dit, bon, on va se mettre à 3, donc sur 18 mois, ça sera quand même plus efficace. Ça veut dire que le pays qui préside discute, si je puis dire, avec 2 autres États, le trio étant, comme le calendrier, déterminé à l'avance, en fonction d'un certain nombre de critères que je ne développe pas. Par exemple, la Hongrie, qui avait la présidence de l'Union au dernier semestre 2024, a travaillé avec la Belgique et l'Espagne. Enfin, travailler si on veut, parce qu'on a attendu patiemment les 6 mois de la présidence de la Hongrie pour passer à autre chose. Pour mémoire, chaque pays qui prend une présidence, parmi les différentes choses qu'elle fait, elle se fait un logo. La France avait fait ce logo-là. Joli, non? La Pologne a un logo qui est inspiré par un dessinateur qui avait fait le logo de Solidarność. Donc le message, c'est la liberté. Monsieur Orban, lui, il avait fait un logo dans lequel il y avait bizarrement « Make Europe Great Again ». Ça doit vous faire penser à quelque chose. Donc pendant cette présidence, les ministres qui se réunissent,
ils ont 10 domaines d'activité présidés par conséquent par le pays qui a la présidence, en l'occurrence le chef d'État ou de gouvernement. Sauf pour les affaires étrangères, où là, la présidence est toujours, intangiblement, si je puis dire, faite par le haut, ou la haute en l'occurrence, représentante des affaires étrangères et de la politique de sécurité commune. Voilà pour la présidence tournante. Ça va ? Alors maintenant, on va essayer de résumer ce qui s'est passé depuis les élections européennes avec quelques commentaires au passage. Donc vous avez les dates, alors ça démarre, c'est pas très lisible, mais là c'est 6 au 9 juin 2024, donc les élections européennes. Donc les citoyens de l'ensemble des États membres de l'Union ont voté entre le 6 et le 9 juin, c'était le 9 juin pour la France, le dimanche 9 juin, et vous avez ici, alors c'est pas lisible, mais c'est pour vous donner 2-3 indications au passage, vous avez ici les 81 députés français élus en France sur des listes qui étaient proposées par les partis nationaux français. Donc 9 France Insoumise, 30 Rassemblement National, 1 Reconquête, etc. Et on verra que ces députés élus en France, ils n'ont pas vocation à siéger au Parlement européen en tant que représentants français. Ils ont vocation à s'intégrer dans un groupe politique européen et ils représentent la totalité des citoyens européens, y compris ultramarins, dans le cadre d'un groupe politique, et on va voir comment. À partir du 10 juin, le Parlement a mis en place les groupes politiques que je viens d'évoquer, les groupes politiques européens. Dans la mandature qui vient de démarrer, on a 8 groupes politiques qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc ces 8 groupes politiques, ils ont un nom, j'y reviendrai. Et puis vous avez 32 non-inscrits. Et puis vous avez à la tête de ces groupes un président ou des coprésidents. Alors notons au passage que sur les 8 groupes politiques européens, il y en a 3 qui sont présidés ou coprésidés par des Français. Madame Manon Aubry, qui siège comme présidente avec un Allemand, Madame Valérie Hayet, qui est présidente du groupe Renew. Alors Renew, renouveau ou renaissance, c'est la projection à l'origine, disons, du parti macroniste français, et Monsieur Bardella à la tête d'un nouveau groupe qui s'appelle Patriotes pour l'Europe. J'y reviendrai sur le Parlement dans son détail. Ensuite, le 17 juin 2024, le Conseil européen, ça va? Vous voyez ce que c'est le Conseil européen? Chef d'État et de gouvernement, s'est réuni de façon informelle. C'est-à-dire que ce n'était pas une réunion officielle, c'était une réunion d'exploration pour constater et tirer des enseignements du résultat des élections, et puis commencer à regarder quelles étaient les personnes susceptibles d'occuper les postes de hauts responsables de l'Union européenne, puisque pour le moment, en l'état des textes, c'est le Conseil européen qui propose les postes, notamment président ou présidente de la Commission, etc. Et puis, en réunis cette fois officiellement en sommet, les 27 et 28 juin, le Conseil européen a élaboré les orientations générales pour la mandature de l'Union européenne 2024-2029. Il a précisé quelle était sa stratégie, et puis il a procédé à l'élection du nouveau président du Conseil européen, en l'occurrence
M. António Costa, ancien Premier ministre socialiste du Portugal, qui a donc été élu président du Conseil européen en remplacement de M. Charles Michel, qui était le président de la mandature précédente. Mais on verra que l'entrée en fonction de M. Costa s'est faite plusieurs mois après. Dans ses réflexions sur la stratégie, bien évidemment, le Conseil européen n'a pas manqué de tenir compte, puisqu'on envisageait déjà l'élection éventuelle de M. Trump, et on a donc réfléchi à quelles pouvaient être les orientations susceptibles de s'inscrire dans cette trajectoire. Du 16 au 19 juillet, le Parlement européen s'est réuni en session plénière constitutive. Il a élu ou réélu Madame Metsola, maltaise. Malte, c'est le plus petit État de l'Union européenne, et ça n'empêche pas que quelqu'un de Malte puisse accéder à des hautes fonctions. Madame Metsola a donc été réélue pour 2 ans et demi, puisque le mandat du président ou de la présidente du Parlement européen, c'est 2 ans et demi renouvelables. Et puis le Parlement a élu, sur proposition du Conseil, et ça on l'a déjà vu, Madame von der Leyen pour un nouveau mandat de 5 ans, sachant que le mandat de présidence de la Commission européenne est renouvelable une fois. Donc c'est le dernier mandat de Madame von der Leyen. Et puis, du 22 au 25 juillet, se sont constituées les commissions. Alors, pour mémoire, il y a 24 commissions et sous-commissions qui sont composées de 25 à 90 eurodéputés selon l'importance, selon la difficulté éventuelle de traiter tel ou tel sujet. Et puis, il y a plusieurs commissions spéciales temporaires. Il s'agit par exemple de traiter une crise qui en principe devrait être temporaire et non pas quelque chose de permanent. Par exemple la crise du logement. Donc il y a une commission crise du logement, il y a une commission spéciale crise de l'énergie, etc. Alors à quoi ça sert les commissions? C'est comme pour le Parlement français, ça sert à préparer les dossiers. Ça sert à rechercher des compromis pour ensuite pouvoir aller plus rapidement en session plénière. Et puis, pour mémoire aussi, il y a 2 Français qui sont à la tête de commission. Madame Laluc, qui est dans le groupe socio-démocrate, qui est présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires, et puis M. Satouri, qui est président de la sous-commission des droits de l'homme et qui est un écologiste. Le 9 septembre 2024, alors c'est en rouge, pourquoi? Tout simplement parce que c'est probablement un événement de bascule important dans l'histoire de l'Union européenne. M. Draghi avait été chargé par la Commission européenne de faire un rapport sur la problématique générale de la compétitivité de l'Union européenne. Il a fait un rapport, alors le rapport c'est plus de 400 pages et 170 propositions. Je vous propose qu'on ne le lise pas en entier. Ce rapport commence par dire, parce que M. Draghi est poli, commence par dire que l'Union européenne a toutes les qualités requises pour affronter les changements qui surviennent actuellement sur la planète. Et puis ensuite, il fait des propositions pour sortir de l'ornière dans laquelle se trouve l'Union européenne. Alors d'une part, sur le plan économique, il dit que en matière d'innovation, en matière de recherche, on est vraiment à la traîne, que les investissements sont totalement insuffisants, que la bureaucratie empêche les chercheurs de chercher, et d'ailleurs, on a tout un tas de fuites de cerveau, notamment vers les États-Unis. Par conséquent, il faut investir. Et pour investir, il faut des sous.
Et M. Draghi estime notamment que pour investir dans le domaine de l'innovation et dans le domaine industriel et dans le domaine de la défense, etc., il faut environ 800 milliards d'euros par an. L'Union européenne avait déjà réuni, avec difficulté, 750 milliards pour le plan de relance suite à la pandémie. 800 milliards par an, ça devient très compliqué. Or, je vous rappelle que le budget de l'Union européenne, c'est 1% des budgets des États membres. Par comparaison, le budget fédéral des États-Unis, c'est 20% des budgets des États-Unis d'Amérique. Cherchez l'erreur. Et puis, M. Draghi explique que la gouvernance actuelle de l'Union européenne ne permet pas de fonctionner convenablement, tout simplement parce que la mutualisation des moyens est largement insuffisante. Parce que les États conservent des prérogatives qui empêchent l'Union européenne d'avancer dans des directions communes. Il y a un mot qui revient souvent dans le rapport de M. Draghi, c'est le mot « ensemble ». Il n'y a pas assez d'ensemble dans les actions de l'Union européenne. Alors, je ne m'étends pas plus sur ce rapport Draghi, on y reviendra le 3 avril, à la lumière des réformes susceptibles d'être mises en œuvre par l'Union européenne. Alors, ensuite, du 16 au 19 septembre, session plénière de rentrée du Parlement, je n'insiste pas. Dans la période octobre-novembre, audition par le Parlement des commissaires européens désignés. Alors, c'est quoi ça ? La Commission européenne, c'est 27 commissaires, dont la présidente. Donc la présidente, elle a été élue, et elle a proposé une équipe, un collège de commissaires. Les commissaires européens, c'est un par État membre. Donc l'Allemagne, c'est Madame von der Leyen, et chacun des autres États membres a un portefeuille ministériel, pour faire simple. Donc pour être validé, ce collège doit être approuvé par le Parlement. Le Parlement qui ne vote pas pour élire les commissaires en question, mais qui, à la suite de leur audition, peut les récuser. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé dans la mandature précédente, où plusieurs commissaires désignés avaient été récusés, dont une Française d'ailleurs. Là, ça s'est très bien passé puisque les discussions ont permis de valider la totalité du collège qu'avait proposé Madame von der Leyen. Alors, officiellement, ça devait être le 1er novembre, entrée en fonction du nouveau collège des commissaires européens. En fait, ça a été le 1er décembre, parce que les discussions ont duré un peu plus longtemps que prévu. En même temps que l'entrée en fonction du nouveau président du Conseil européen, M. Costa. Bon, voilà pour, je dirais, brut de décoffrage, l'historique de ce qui s'est passé. Alors, voyons maintenant, d'un peu plus près, à quoi ressemble le Parlement européen. On a vu tout à l'heure que les 81 députés européens élus en France, sur présentation de liste des partis nationaux, ne siègent pas en tant que tels au Parlement européen, ils s'intègrent au groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, vous avez ici les groupes de l'extrême gauche à l'extrême droite, plus les non-inscrits, et donc, par conséquent, la France insoumise, par exemple, qui a eu 9 élus, s'intègre dans le groupe dit gauche radicale. En anglais, The Left, en allemand, Die Linke, les sociaux-démocrates. Donc la liste était présentée par le Parti socialiste et par Place Publique. Place Publique, c'est Raphaël Glucksmann. Se sont intégrés dans le groupe sociaux-démocrate avec 136 sièges, etc., etc. Quant au Rassemblement national avec ses 30 élus et Reconquête avec son élu, ils se sont intégrés. Alors, dans la mandature précédente, il y avait un seul groupe à l'extrême droite qui s'appelait Identité et démocratie. Maintenant, ça s'appelle d'une part
patriotes pour l'Europe, des nations souveraines. Donc vous avez ici l'expression claire de la politique qu'entend mener l'extrême droite, c'est-à-dire conserver à tout prix la souveraineté de chaque État membre de l'Union européenne, en diminuant autant que faire se peut les pouvoirs de l'Union européenne au niveau de l'ensemble, notamment de la Commission européenne. Remarquez au passage, c'est purement factuel, qu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a que des patriotes. Qu'est-ce que des patriotes sans démocratie? Et puis, si on fait la comparaison de cette nouvelle composition, on peut en tirer plusieurs enseignements. D'abord, il faut savoir que le premier groupe, dit PPE, Parti populaire européen, on va dire que c'est la droite classique, une droite en tout cas pro-européenne, en principe. Elle a eu 188 députés. Dans la mandature précédente, elle en avait 173 ou 176. En tout cas, elle a gagné quelques sièges. Renew, on appelle ça aussi les libéraux, disons des centristes un petit peu à gauche en apparence. Ils avaient 102 élus dans le mandat précédent, ils en ont plus de 77. C'est d'ailleurs, compte tenu de cette débâcle, que M. Macron avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale avec toutes les conséquences qu'on connaît. C'est pas mon sujet, je ne développe pas. Les écolos, ils ont perdu des sièges, ils en avaient 70 dans la mandature précédente. La gauche radicale, elle a gagné quelques sièges, je crois qu'elle en avait 38. Et les sociodémocrates, ils en ont aussi perdu quelques-uns, ils devaient en avoir 142 ou 143. Donc, ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est qu'il y a une poussée forte de l'extrême droite. Quand on additionnait ça, oui, je ne vous ai pas parlé de ce truc-là, ça s'appelle la droite eurosceptique, pour faire simple. Ce sont officiellement des conservateurs, le titre exact, c'est conservateurs et réformistes européens. Réformistes au sens de moins il y a d'Europe et mieux on se porte. Donc cet ensemble-là de, on va dire, anti-européens, d'extrême droite ou de droite extrême, ça fait 220 députés. Alors c'est pas la majorité, mais c'est une poussée significative puisque l'addition de ces gens-là dans la mandature précédente, c'était environ 170-172. Plus la gauche, dont on a du mal à savoir si elle est véritablement pro-européenne ou pas, et en tout cas, c'est pas de cette Europe-là, telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle veut, ça fait quand même pas mal de monde. Mais, si on regarde les pro-européens, on constate qu'ils ont la majorité absolue. Et que par conséquent, on peut créer des alliances avec ces gens-là. Sauf que la pratique du Parlement européen, c'est pas une pratique avec un vote de groupe. Chaque député européen, quelle que soit son appartenance, vote individuellement comme il l'entend, en fonction de sa position personnelle ou de celle dont il estime qu'il rend compte de l'opinion de ceux qui l'ont élu. Et c'est la raison pour laquelle on voit bien que l'influence de l'extrême droite, notamment, est beaucoup plus forte qu'elle n'était sous la mandature précédente. Alors voilà la Commission européenne telle qu'elle a été validée par le Parlement européen. Alors la première constatation, c'est que par rapport à la Commission précédente, il y a beaucoup de bleu. Le bleu, c'est le PPE, les conservateurs. Et il y a beaucoup moins de sociodémocrates, c'est le rose. Et puis, vous voyez que à côté de la présidente, il y a des vice-présidents. Et dans ces vice-présidents, on a notamment M. Fitto,
italien qui est chargé d'un portefeuille cohésion et réforme, tandis que M. Fitto est un néo-fasciste. Donc on peut s'interroger sur la pertinence de cette désignation, sachant néanmoins que Mme von der Leyen n'a pas vraiment la main sur la désignation de tel ou tel commissaire. Les commissaires sont proposés par le pays. Il est clair que cette nouvelle Commission européenne, elle penche nettement plus à droite que la précédente. Et quand on regarde les portefeuilles tels qu'ils ont été attribués, on y voit déjà l'influence du rapport Draghi. Par exemple, on a un portefeuille dans lequel, vous voyez ici, personnes, compétences et état de préparation. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le rapport Draghi, M. Draghi souligne que l'Europe n'a qu'un embryon de défense et qu'il n'est pas possible d'envisager une défense souveraine de l'Union européenne sans ce qu'on appelle le parapluie américain, ou en tout cas le parapluie de l'OTAN. Et par conséquent, il faut renforcer ça. La guerre est à nos portes, l'Ukraine flambe, on ne sait pas quelles peuvent être les velléités de M. Poutine dans un avenir proche. Donc il faut renforcer la défense. Et pour renforcer la défense, il faut se préparer. D'où ce vocable état de préparation, qu'on retrouve quelque part ailleurs, mais peu importe. Donc cette influence du rapport Draghi est déjà en œuvre. C'est encore plus évident quand on regarde les 7 priorités de l'Union européenne. Dans la mandature précédente, on avait 6 priorités, là on en a 7. Il y a des priorités qui sont dans la continuité des précédentes. Par exemple, ça, préserver notre qualité de vie, sécurité alimentaire, eau et nature, ça c'est en lien avec ce qu'on appelle le pacte vert. Le pacte vert, c'est tout un ensemble de textes, soit déjà votés, soit en tout cas susceptibles de l'être, pour aller vers la neutralité carbone du continent européen, l'Union européenne ayant l'ambition de rendre l'Europe premier continent neutre sur le plan carbone. Alors ça veut dire qu'il faut prendre tout un tas d'initiatives et faire en sorte, en termes d'énergie, en termes de comportement, d'aller vers cette neutralité carbone. Là, vous avez un nouveau plan pour une prospérité et une compétitivité durable de l'Europe. Donc là aussi, on a l'influence Draghi, la compétitivité. Et il faut que cette compétitivité, elle soit durable. Autrement dit, qu'elle respecte la biodiversité, le social, les droits humains, etc. Puisque dans son rapport, M. Draghi dit aussi qu'il ne faut pas que le renforcement économique et commercial de l'Union européenne se traduise par un abandon ou une négligence des valeurs de l'Union, qui reposent sur, encore une fois, les droits humains, les libertés, etc. Une ère nouvelle pour la défense et la sécurité européenne. Alors, on avait déjà quelque chose comme ça dans la priorité précédente, mais ici, on insiste sur le fait qu'il faut se tourner vers une nouvelle façon de faire pour renforcer le sujet. Protéger notre démocratie et défendre nos valeurs. Défendre nos valeurs, ça veut dire qu'elles sont en danger. Soutenir les personnes et renforcer nos sociétés et notre modèle social. Alors, le modèle social européen, on le verra le 3 avril. Là, mais j'anticipe un peu. La seule contrée du monde où il y a une véritable protection des travailleurs, où il y a des droits sociaux importants, c'est l'Europe. Nulle part ailleurs, y compris aux États-Unis, il n'y a des protections aussi fortes qu'en Europe. L'Europe dans le monde usait de notre puissance et de nos partenariats.
Or, notre puissance, elle n'est encore une fois que économique et commerciale. Elle n'est pas politique. Alors évidemment, on peut peser, puisque les 450 millions de citoyens européens sont un marché important pour les États-Unis notamment. Les partenariats, c'est par exemple les accords de libre-échange. Alors on parle souvent de Mercosur, l'accord qui vient d'être signé par la Commission européenne avec les pays de l'Amérique du Sud, puisque la Commission européenne a l'exclusivité de la négociation et de la signature des accords de libre-échange. Sauf que ces accords doivent être validés ensuite par le Conseil et le Parlement européen. Mais enfin, il peut y avoir un certain nombre de choses d'application directe. Et sur Mercosur, par exemple, la France est en vent debout contre Mercosur pour deux raisons principales. La première, une concurrence déloyale pour nos agriculteurs parce que les normes européennes ne seraient pas respectées, tandis que la Commission européenne dit si, il y a quand même des choses dans le texte. Et quand on regarde le texte de près, bon. Alors, outre cet accord Mercosur et les accords précédents qui ont été passés par de grands États, il y a actuellement à peu près 130 accords de libre-échange en vigueur entre l'Union européenne et des partenaires sur la planète. Et enfin, atteindre les objectifs ensemble et préparer notre Union pour l'avenir. Ensemble, encore une fois. Là aussi, Draghi. L'Union européenne ne peut pas avancer si les États parlent de façon dispersée, refusent d'abandonner un certain nombre de prérogatives nationales. On ne parviendra pas à conserver un poids suffisant si on continue comme ça. Je voudrais en terminer aujourd'hui par quelques réflexions sur les perspectives et les menaces de l'Union. Là, vous avez les acquis. Alors, pas tous les acquis, mais une partie. D'abord, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans la Charte des droits fondamentaux s'expriment les véritables valeurs démocratiques et de liberté de l'Union européenne. Et puis, son approche humaine des sujets. L'Union européenne est le seul endroit au monde où il est interdit à un État membre d'appliquer la peine de mort, où il est interdit d'appliquer la torture. La Charte des droits fondamentaux, c'est la liberté d'expression. C'est tendre vers l'égalité homme-femme. C'est éliminer toutes les discriminations. C'est reconnaître le droit syndical, etc., etc. La PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Alors, bien sûr, les agriculteurs français, notamment, ont raison de protester quand on leur fait une concurrence déloyale. Ils ont raison de dire que leurs revenus sont insuffisants, que la bureaucratie française, qui vaut largement la bureaucratie de l'Union européenne, pèse sur eux de façon abusive. Pour autant, s'il n'y avait pas la PAC, les dégâts seraient beaucoup plus considérables. Social pillar, oui, alors, tout est toujours en anglais d'abord, parce que ça reste, bien que les Britanniques nous aient quittés, ça reste la langue, disons, concrète, pratique, au niveau européen. Donc le pilier social, là-dedans, il y a toute la démarche à caractère social qui a pris une importance de plus en plus considérable dans l'Union européenne. Erasmus, mine de rien, c'est un acquis tout à fait considérable, et les Britanniques sont en train de se battre pour essayer de retrouver une forme d'Erasmus qui leur a été ôtée avec le Brexit. Et puis, RGPD, DMA, DSA. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, RGPD, Règlement général sur la protection des données. Le seul endroit au monde où la surveillance d'Internet
empêche l'exploitation des données, les fameux cookies que vous pouvez accepter ou refuser, ça c'est l'Union européenne. DMA et DSA, alors j'entre pas dans le détail, c'est la loi européenne qui oblige les grandes plateformes informatiques à respecter des règles, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle la modération. Dans le pays de M. Trump, avec comme conseiller l'excellent Musk, on considère que la liberté d'expression est totale. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi, y compris des propos racistes, y compris l'incitation à la haine. En Europe, dans l'Union européenne, c'est pas possible, c'est interdit. Alors c'est pas respecté à la lettre, mais en tout cas, il y a les outils pour ça. Et les derniers développements autour, par exemple, des propos de M. Musk qui a organisé sur X, ex-Twitter, un débat avec l'AfD, parti d'extrême droite allemand, alors qu'il n'y avait aucun autre parti. Quand un M. Musk déclare que seule l'AfD peut sauver l'Allemagne, on peut quand même s'interroger sur la notion, le contenu de ce que M. Musk appelle la liberté d'expression. Je crois que c'est la liberté d'expression à condition de dire ce qui va dans le sens de celui qui gouverne. Ça pourrait quand même ressembler à tel ou tel pays totalitaire. Alors l'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont une constitution suffisamment solide pour résister à des tempêtes trumpistes, mais tout de même, on voit déjà, avec la multitude de décrets qu'a signé M. Trump, qui a un stylo magique, hein, il est capable de sortir plusieurs dizaines de décrets en quelques heures, bon, dont la moitié sont anticonstitutionnels, il y a déjà des procès en cours, etc. Alors, comme sujet, on a fédéralisme, souverainisme et euroscepticisme. Le fédéralisme, alors M. Draghi ne le dit pas dans son rapport, mais quand on le lit attentivement, on voit bien que la manière la plus efficace qu'aurait en termes de gouvernance l'Union européenne, c'est de tendre vers le fédéralisme, qui enlèverait cette espèce de valse permanente entre la compétence de l'Union et la compétence de chacun des États membres. Le souverainisme, c'est le contraire. C'est ce qu'on trouve dans le titre même de l'un des groupes parlementaires européens. Le souverainisme, c'est chacun chez soi. Bon, on se réunit de temps en temps pour boire un coup, mais c'est l'État qui décide. Et au passage, nos amis britanniques qui ont quitté l'Union européenne constatent tous les jours à quel point leur poids dans le monde est devenu insignifiant. L'euroscepticisme, l'euroscepticisme, c'est la démarche qui consiste en permanence à dire non, l'Europe, c'est pas bien, c'est à cause de l'Europe que ça va mal, etc. Alors oui, nous sommes une puissance économique et commerciale et nous avons des accords de libre-échange. Est-ce suffisant pour avoir le poids politique convenable? Élargissement et approfondissement. Dans le Conseil européen dont je vous ai parlé, qui s'était tenu au mois de juin de l'année dernière, le Conseil a validé la perspective d'élargissement de l'Union européenne. Alors je vous rappelle que la notion d'élargissement, c'est l'adhésion de nouveaux États. Donc tous les pays qui sont candidats, le Conseil suggère d'aller un peu plus vite de façon à élargir un peu plus l'Union européenne, parce que sur le plan géopolitique, c'est indispensable. Quant à l'approfondissement, c'est en parallèle, si j'ose dire, l'amélioration de l'homogénéisation des États membres. Tendre vers une harmonie en termes de législation, en termes de protection, en termes de revenus. Avenir de l'espace Schengen et problématique migratoire. Alors sur la problématique migratoire, je ne vous en parle pas, tout simplement parce que
ma camarade, si je puis dire, Christine Bertrand, va vous faire une conférence spécifique sur le sujet le 20 février prochain. Allez-y. Je dirais simplement qu'en l'état actuel de ce qu'est le pacte sur la migration et l'asile, on y trouve, hélas, la poussée de l'extrême droite, c'est-à-dire une démarche défensive, voire une démarche qui, et ça pourrait hélas ressembler aux propos de Trump, les migrants sont par définition d'abord suspectés d'être des criminels. Autrement dit, quand on a tel ou tel attentat en Allemagne, vouloir faire porter la responsabilité de cela sur l'ensemble des migrants, c'est inique, c'est insupportable. Regardez ce qui se passe en Allemagne depuis quelques jours. Le chef de la CDU, qui dans les sondages va probablement remporter les élections, pour la première fois en Allemagne depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'allie avec l'extrême droite. Tiens, c'est amusant, parce que s'allie en un mot ou en deux mots, c'est à peu près ce que je voulais dire. L'espace Schengen, il est maltraité tous les jours. À commencer par l'Allemagne, qui vient de fermer ses frontières. C'est en contradiction totale avec la notion d'espace Schengen dans lequel il doit y avoir une liberté de déplacement totale, sans contrôle. Alors évidemment, on a toujours, pour des raisons de sécurité, l'envie de fermer la porte. Mais ne vaut-il pas mieux renforcer les moyens aux frontières extérieures plutôt que chaque État invente son petit barbelé et son petit mirador? Donc l'espace Schengen, il est en mauvais état. Il faudrait le réparer, si je puis dire. Et enfin, je vous parlerai le 3 avril de la liberté de la presse en général, qui est malmenée dans le monde. Il y a un nombre effrayant de journalistes qui sont tués, maltraités, torturés. Tout ça parce qu'ils rendent compte librement de ce qui se passe. Ils ont des opinions. Et dans les pays totalitaires, c'est insupportable. L'Union européenne doit absolument continuer à œuvrer pour la liberté. Merci de votre attention. Je vous mets sur cette diapo, si ça vous intéresse, un certain nombre de sites sur lesquels vous trouverez des informations complémentaires. Merci Maurice pour cette formidable conférence. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Oui, il y a tellement à dire mais parmi les objectifs et cette priorité, à aucun moment à revoir les règles de vote. Les règles de vote, parce que je ne sais plus dans plus près votre micro, il madame. Faut voilà. L'unanimité. Donc ils peuvent, et ça bloque beaucoup de choses. Est-ce qu'ils ont dans les perspectives de réviser ça? Oui, très bonne question. Toutes les questions sont bonnes. Donc ça, je vous en parlerai le 3 avril. Dans les perspectives de réforme, il y a l'abandon de la règle de l'unanimité. Alors, ça résulte d'une proposition qui a été faite par les citoyens dans le cadre de quelque chose qui s'est appelé la Conférence pour l'avenir de l'Europe. Je vous avais fait une conférence là-dessus, qui a été une consultation des citoyens européens pendant 1 an, il y a maintenant 3 ans. Donc la règle de l'unanimité persiste pour certains domaines, et c'est évidemment un blocage, puisque dans la règle de l'unanimité, il suffit d'un membre, par exemple du Conseil de l'Union européenne, pour bloquer l'avancée de tel ou tel sujet. Et cette règle de l'unanimité, elle avait éventuellement du sens au moment de la fondation de l'Union par 6 États. À 6, on peut plus facilement se mettre d'accord qu'à 27. Donc cette règle de l'unanimité, elle est mauvaise. Alors il y a un moyen provisoire de la contourner, c'est la coopération
entre États et pas forcément tous les États en même temps. Ben, regardez la zone euro. Au départ, il y a eu une entente entre 11 États, maintenant on en est à 20, mais on peut traiter des sujets en contournant la règle de l'unanimité. Alors évidemment, sur le plan de la cohésion, c'est pas forcément terrible, mais à titre provisoire, c'est un moyen de contourner cette règle bloquante et inefficace. Merci. D'autres questions? Merci, monsieur. Madame van der Leyen, on l'a dit, très pro-américaine, donc je voulais avoir votre avis et surtout savoir aussi ce qu'il s'est passé avec Thierry Breton. Oui, alors j'ai pas eu le temps d'évoquer Thierry Breton. Alors, Thierry Breton, qui était le commissaire français chargé de ce qu'on appelle le marché intérieur et aussi du domaine numérique, s'était affronté avec M. Musk à propos précisément du réseau social, à l'époque Twitter. M. Breton est une personnalité forte qui s'était aussi affronté avec Mme von der Leyen pour des raisons, je dirais, de transparence sur la manière d'aborder les dossiers. On peut dire que Mme von der Leyen n'aime pas trop être contredite. Elle a un caractère bien trempé, ce qui est une chose qui peut être tout à fait qualitative. Mais en l'occurrence, voyez, la Commission européenne actuelle, alors les mauvaises langues disent c'est une commission de béni oui-oui. Il n'y a plus de Thierry Breton. Si on compare Thierry Breton à M. Séjourné, qui est l'actuel commissaire français, vice-président de la Commission européenne, c'est pas le genre à se mettre en travers de la volonté de Mme von der Leyen. Quant à sa sympathie pour les États-Unis d'Amérique, je crois honnêtement que on ne peut ni la considérer comme pro-américaine, ni comme anti-américaine. Elle est pragmatique. Elle a déclaré récemment à Davos, dommage qu'elle ait attendu Davos pour s'exprimer d'ailleurs, parce que entre la déclaration de M. Trump sur le Groenland et le Canada et l'intervention de Mme von der Leyen, le silence a été assourdissant. D'où, encore une fois, la visite de la première ministre danoise en France et en Allemagne. Les moteurs de l'Union, disait-on. Ils sont un peu grippés, les deux moteurs en question. Bref, il est clair qu'elle est prête à négocier avec M. Trump, mais elle a aussi déclaré à Davos que c'était en tenant compte des valeurs de l'Union européenne. Donc, faisons-lui confiance. Il faut que cette confiance, elle soit mesurée et à vérifier au fur et à mesure que seront traités les dossiers. Merci. D'autres questions? Oui, à propos de l'accord Mercosur, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Ce qui est clair, c'est que une dizaine d'États, dont la France, sont contre l'accord. Tous les autres États sont plutôt pour, dont l'Allemagne. Il est probable que ça traîne un certain temps et qu'on puisse imaginer une amélioration du texte, puisque les critiques, encore une fois, portent essentiellement sur le non-respect des normes de sécurité européennes, normes de sécurité au sens large. Cet accord, il a aussi l'avantage de permettre à l'Union européenne d'avoir une balance commerciale un peu plus équilibrée qu'elle n'est aujourd'hui. Donc la démarche, elle est pertinente, mais il faut veiller à ce que les garde-fous soient renforcés. Donc on peut imaginer que cet accord, il va être complété, amendé, et qu'à l'issue de plusieurs mois, voire plusieurs années, il sera finalement mis en place.
croyez-vous pas qu'il est à l'avantage de l'Allemagne avec ses automobiles? Alors, il est évident que l'Allemagne, qui est la première puissance économique et commerciale de l'Union, a un intérêt plus fort que les autres États à passer des accords de libre-échange. L'Allemagne a une industrie automobile notamment qui est beaucoup plus exposée aux soubresauts du marché mondial. Donc oui, l'Allemagne a plus intérêt que la France à l'accord Mercosur, oui. Là, vraiment, je ne vois plus demain, sauf erreur de ma part. Non. Eh bien, merci infiniment, Maurice. Et rendez-vous au 3 avril pour la suite. Merci beaucoup.